Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite du programme et notamment pour parler de la question des villes durables. En effet, la dernière fois, nous avions parlé principalement de la question de l'étalement urbain. Or, cet étalement urbain pose de plus en plus de problèmes. L'urbanisation apparaît comme étant problématique, tout simplement parce que l'emprise au sol des composantes urbaines, l'emprise au sol de la ville, est de plus en plus importante. On assiste ainsi à l'augmentation des surfaces construites. À titre d'exemple, 11 433 hectares ont été construits en 24 ans, jusqu'en 2010, ce qui représente la superficie du lac des 4 cantons. Et entre 1985 et 1997, 0,86 mètres carrés construits par seconde. Plus récemment, entre 2012 et 2017, c'est 3200 hectares qui ont été construits, ce qui représente 1 mètre carré par seconde. 13 mètres carrés dans le monde, donc la moyenne suisse peut sembler bien inférieure, mais le territoire suisse est relativement limité là où les grandes puissances émergentes ont quand même pas mal de superficie à exploiter. Donc il est normal que l'urbanisation se fasse dans le monde, que la ville gagne de plus en plus de terrain parce que bien des pays sont appelés à se développer et à voir leur ville grandir. Mais pour la Suisse, c'est particulièrement problématique puisque le territoire à disposition est limité. Petite nuance cependant, quand on parle de 1 mètre carré par seconde, c'est un argument qui a souvent été avancé par certains partis politiques pour justement tenter de freiner l'urbanisation. La question n'est pas de savoir si c'est bien ou non, mais plutôt de se demander que recouvre ces 1 mètre carré et font partie de ces 1 mètre carré tout ce qui relève des friches urbaines, par exemple. Ce qui n'est pas mentionné ici de manière très explicite, mais quand on parle d'1 mètre carré urbanisé par seconde, c'est pas uniquement de la campagne qui disparaît, c'est aussi des espaces urbains qui n'étaient plus exploités, qui sont réexploités, qui entrent pleinement dans ce calcul. Donc de cette manière, on a une petite relativisation à faire, puisque ce n'est pas uniquement du territoire vierge qui disparaît. Même si, effectivement, en Suisse, la ville s'étend de plus en plus, et ça peut paraître problématique, puisque le territoire à disposition reste globalement assez limité. Pour quelle affectation? Vous le voyez sur ce graphique, principalement pour des zones d'habitation. Si la ville s'étend aujourd'hui, c'est bien évidemment pour permettre aux activités économiques de se développer, pour permettre le tourisme, le loisir, la mobilité surtout, mais c'est avant tout pour des questions d'habitation, loger la population. Et vous voyez sur les zones à bâtir construites ou non construites, sur la proportion globale, la plupart des zones destinées à la construction sont bel et bien construites, c'est 83%. Même s'il peut y avoir quelques imprécisions qui sont liées notamment à la méthode de calcul. Concernant l'accessibilité de ces zones à bâtir par les transports publics, vous voyez que finalement, la plupart de ces espaces conservent encore une faible desserte, ou une desserte même inexistante ou marginale, ce qui signifie que c'est des espaces qui sont encore globalement très peu connectés. Or, si ces espaces à bâtir doivent encore se développer, on peut aussi en déduire que le réseau routier, réseau urbain, réseau de transport, va se développer. Et donc l'emprise va également augmenter. Dans quelle région? Principalement les grandes agglomérations, bien évidemment. C'est les grands centres urbains qui se développent. Mais pas uniquement. Puisque vous le voyez, les communes périurbaines également connaissent un développement assez rapide, assez important, en fonction des périodes, en fonction des régions. Et les communes rurales également ne sont pas laissées totalement à l'écart. Vous le voyez, de plus en plus de monde s'installe à la campagne. Donc les espaces ruraux s'urbanisent. Nous l'avions vu la dernière fois lorsque nous avions parlé notamment d'étalement urbain. Vous avez ici la surface des zones à bâtir par canton. Vous voyez des proportions assez variables suivant les régions. Certains espaces qui ont encore beaucoup de zones à bâtir libres, d'autres qui en ont beaucoup moins. Ça dépend des réglementations en vigueur, ça dépend aussi de la superficie du canton, bien évidemment. Vous avez ici la surface des zones à bâtir par habitant, selon les cantons. Et vous voyez là toute la différence. Là où auparavant, vous voyez que Zurich avait encore beaucoup de zones à bâtir, compte tenu de la population au mètre carré, donc du nombre d'habitants au mètre carré, finalement la surface par habitant reste bien inférieure à celle qu'on pourrait retrouver notamment au Jura ou en Valais. Puisque en Valais, on a encore cette problématique des villas résidentielles ou des chalets secondaires qui ont une très faible densité, mais qui occupent quand même un territoire assez important. Ce que vous voyez d'ailleurs très bien sur cette carte, ici peut-être de manière plus explicite, vous avez la carte des zones à bâtir par habitant selon les cantons. Alors vous voyez bien évidemment le canton du Valais est un canton dont le territoire est assez limité si on exclut tout ce qui est montagneux. Par contre, on a une superficie par habitant qui est beaucoup plus intéressante. Ce qui amène d'ailleurs pas mal de contestations, pas mal de problèmes. Vous avez peut-être déjà vu ce genre d'affiche
avec ce scénario catastrophe où on aurait même le Cervin qui serait urbanisé. On est bien évidemment dans l'exagération, pas d'inquiétude jusque-là, mais c'est bel et bien une préoccupation qui est au cœur de toutes les discussions. Jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'où on est prêt à laisser la ville s'étendre. Est-ce que c'est acceptable de s'étendre plus que tant? Est-ce qu'on ne doit pas protéger dans une certaine mesure le paysage qui nous entoure? Sachant, et ici c'est peut-être ce qui fait la force de cette image, au-delà du côté réaliste, c'est surtout de se dire que on nuit à ce qui fait d'une certaine manière la richesse de notre pays, son paysage, son attrait touristique. Si les gens viennent en Suisse, c'est notamment pour voir le Cervin. Alors, d'ici à ce que cette image devienne réalité, on en est bien loin et ça ne se produira certainement jamais, mais il n'empêche que ça a un impact sur la perception de notre territoire, de notre environnement. Bien évidemment, c'est intéressant d'un point de vue économique, mais ça pose des problèmes d'un point de vue environnemental et c'est pour ça qu'il y a souvent ces oppositions justement entre les ONG environnementales qui défendent le patrimoine et le paysage suisse, et les milieux économiques qui auront plutôt tendance à pousser l'extension des zones à bâtir et la construction. La caricature ici est assez flagrante, puisque cette forêt que vous observez est celle de toutes ces maisons qui auraient dû être construites, ou tous ces chalets secondaires qui auraient dû être construits, et qui ne l'ont pas été, tout simplement parce que la loi a changé, a été plus restrictive sur certains aspects. Le problème, c'est pas forcément l'extension même de la ville, même si ça en fait partie. Mais c'est la dispersion principalement des éléments. Parce que qui dit dispersion, dit forcément extension de l'espace bâti, mais aussi augmentation des coûts de transport, des coûts en termes d'énergie, des coûts en termes d'infrastructure, les égouts par exemple, l'électricité, tout ça doit être mis en place. Ça a aussi des impacts en termes de pollution, plus de circulation, principalement. Ce qui amène la notion de zonage. Vous avez tous certainement déjà entendu parler de zones. On en a parlé juste avant quand on a parlé de zones constructibles. L'idée, c'est de définir des espaces qui soient destinés à l'habitat, aux activités, au commerce, aux loisirs, mais également à l'agriculture, etc. Donc de protéger l'espace en définissant des grandes catégories qui permettent justement de gérer un petit peu mieux l'urbanisation. Parce que les conséquences de cette urbanisation sont assez évidentes. Elles sont environnementales et physiques, dans un premier temps. Vous le voyez assez bien sur cette image, on a une forte consommation du sol, forte consommation d'énergie, pollution atmosphérique marquée, ici c'est le cas notamment de Genève. On a de plus en plus de fragmentation du territoire entre les espaces bâtis et les espaces verts. On a de plus en plus de déconnexion spatiale, d'espaces qui se retrouvent isolés. Une accessibilité qui se retrouve fortement contrariée. Aller à Genève dans des heures de pointe, c'est absolument impossible. Alors ça ne l'est bien évidemment pas, j'exagère, puisque des milliers de gens le font quotidiennement pour se rendre à leur travail, mais c'est des heures d'attente, des heures de bouchon. Accéder au centre-ville de Genève est véritablement problématique. Et c'est la même chose pour Lausanne. On ne parlera pas du Valais qui est pas encore suffisamment développé, urbanisé pour connaître le même genre de situation, mais dans certains cas, ça peut aussi être un problème. On a également une dégradation du cadre de vie. Vivre aujourd'hui au centre-ville de Genève avec la circulation n'est plus forcément quelque chose d'extrêmement positif. Pollution, nuisances sonores, tout ça soulève des questions. Conséquences sociales également. Conséquences de ségrégation sociale, de mise à l'écart de certains groupes de la population qui ne peuvent plus vivre dans certains espaces, tout simplement pour des questions financières. Aujourd'hui, vivre au centre-ville, ça coûte de l'argent. Et avec le développement de la ville, ça coûte de plus en plus cher. Donc certaines populations se retrouvent exclues de certains espaces. De la même manière, vivre à la campagne n'est pas donné à tout le monde. Donc on peut avoir une séparation assez importante entre les plus riches et les plus pauvres. Accroissement des dépenses publiques également. Qui dit extension des zones à bâtir, extension des réseaux urbains, extension des offres de loisirs, par exemple, dit aussi plus de charges en termes d'impôts. Et ça va être des pressions supplémentaires sur certains groupes de la population. Extension également du prix du sol. C'est une conséquence sociale assez importante puisque le terrain coûte de plus en plus cher et est de moins en moins accessible. Conséquences politiques, enfin, puisqu'il est de plus en plus difficile
d'organiser, de gérer, de coordonner le territoire. Celui-ci s'étendant de manière de plus en plus importante. Heureusement, on a pris conscience de ce phénomène. Et la ville a très tôt été comparée comme un écosystème artificiel. Vous avez ici une petite citation que je me permets de vous lire. Un écosystème est un système qui assure son équilibre moyennant la circulation interne des ressources et des déchets. Toute énergie ou matière non utilisée devient déchet, mais il ne s'agit qu'une des étapes du processus global. Les déchets font effectivement vivre une quantité importante d'organismes qui vont à leur tour transformer les déchets en substances réutilisables dans l'écosystème. Et la ville apparaît comme possédant son propre métabolisme, comme un écosystème à part entière, avec des inputs et des outputs. Les inputs, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est tout ce qui entre. C'est la nourriture, c'est l'énergie, l'eau, l'alimentation, c'est la matière, les biens de consommation. Tout ça fait vivre la ville. Tout ce qui en sort, c'est les déchets, c'est les émissions de gaz à effet de serre, c'est les nuisances sonores, c'est la pollution. Mais l'un dans l'autre, on a une certaine forme de recyclage. Une partie de ce qui entre ressort, une partie de ce qui sort va réentrer. Donc, une réexploitation des déchets, un recyclage de la structure. Malheureusement, cet organisme, et c'est là sa faiblesse, est fondamentalement imparfait, puisque ce renouvellement ne se fait pas de manière autonome. C'est l'homme qui est obligé de participer au recyclage, d'imposer une certaine forme de recyclage. C'est pas un organisme qui peut vivre de lui-même. Il y a besoin d'interaction et donc il y a une absence totale d'autonomie. Ajoutez à cela une gestion imparfaite des ressources, puisque effectivement ce que l'on produit en termes de polluants n'est pas forcément réexploitable. Et on aura même tendance à surexploiter du point de vue de la consommation, ce qui a des conséquences sur le long terme ou sur le moyen terme, en termes de cadre de vie, en termes de pérennité de la ville. Donc très logiquement, la notion de ville se tourne de plus en plus vers cette idée d'écologie, et c'est là qu'apparaît la notion même d'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est tout simplement la surface correspondante de terres productives et d'écosystèmes aquatiques nécessaires à la production des ressources utilisées et à l'assimilation des déchets produits par la population. Voilà à quoi ça correspond. Combien de pays pour subvenir aux besoins de ses citoyens? En Suisse, l'empreinte écologique est telle qu'il faudrait 4 Suisses, un peu moins de 4 Suisses et demi, pour répondre à nos besoins. Même constat pour l'Italie, un petit peu moins pour le Royaume-Uni ou pour la Chine. Par contre, vous le voyez, pour le Japon, la Corée du Sud, c'est beaucoup plus problématique. On consomme plus que ce qu'on produit, ce qu'on est capable de produire, ce que nos terres sont capables de produire. Vous avez ici l'illustration pour Londres. Londres, c'est 170 000 hectares. Et c'est 12% de la population britannique. En termes d'empreinte écologique, il faudrait 21 millions d'hectares pour que Londres fonctionne. Donc il faudrait une superficie 125 fois plus grande que Londres pour que Londres soit à l'équilibre en termes d'empreinte écologique. En d'autres termes, il faudrait l'ensemble des terres productives du Royaume-Uni pour que Londres fonctionne. Et vous voyez l'idée justement qui se cache derrière tout ça, la nécessité de prendre conscience de ce phénomène, du fait que la ville aujourd'hui n'est pas forcément durable, c'est qu'on ne peut pas continuer à surexploiter nos ressources. À terme, un problème va se poser. Donc très logiquement, cette notion est importante pour repenser la ville. Et la question, c'est de la repenser comment? C'est une question à laquelle nous répondrons la prochaine fois, en parlant justement de ce choix entre ville compacte ou ville étalée, des alternatives qui se proposent, et des nouvelles formes de villes aussi qu'on peut observer à travers le monde. D'ici là, je reste à disposition pour vos questions, quelles qu'elles soient, et comme toujours, je vous souhaite une excellente semaine.